Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. L'audience accordée par le chef de l'État Alassane Ouattara au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao. La situation sécuritaire, politique, économique et sociale dans la sous-région était au centre de l'entretien. Le récit de Viviane Aïma à suivre dans un instant. La journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de la drogue célébrée ce 26 juin. Journée internationale célébrée en Côte d'Ivoire. Pour freiner le fléau, le pays mise sur la prévention et la réinsertion de la jeunesse. L'implication de tous est nécessaire pour y arriver. C'est ce qui ressort du message délivré par le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Au Kenya, la répression à Nairobi des manifestations contre la loi de finances a fait au moins 13 morts. Selon la principale association professionnelle de médecins du pays, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dire non aux nouvelles taxes proposées par le gouvernement. Sur les réseaux sociaux, les appels à la manifestation se poursuivent. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Un conseil des ministres se tient ce mercredi 26 juin 2024 depuis 11h30 au palais de la présidence de la République. Un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. À suivre dans nos éditions du soir, le point des grands sujets abordés au cours de ce conseil. Et à l'agenda du chef de l'État cette semaine, la signature de plusieurs accords de coopération avec son homologue angolais, car le président de la République, Alassane Ouattara, s'apprête à recevoir son homologue angolais, son Excellence João Manuel Lourenço, qui se rend en visite officielle en Côte d'Ivoire. Son arrivée est prévue en fin d'après-midi ce mercredi. Il séjournera en Côte d'Ivoire pendant 72 heures. On reste dans les parvis du palais présidentiel. Hier mardi, nous le disions dans les titres, il y a eu cette audience qu'a accordé le chef de l'État, Alassane Ouattara, au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao. La situation sécuritaire, politique, économique et sociale dans la sous-région figurait au cœur de leurs échanges. Le récit de Viviane Aïma. Reçu ce mardi 25 juin au palais présidentiel, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos, a eu un long entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. La situation sécuritaire dans la région ouest africaine était au centre des échanges. Au côté sécuritaire, la situation est préoccupante parce qu'il y a toujours une expansion du terrorisme avec beaucoup de victimes, surtout dans la population civile. Et on parle spécifiquement des pays du centre Sahel. Et ce terrorisme est devenu plus agressif et même sophistiqué. Donc il faut trouver une plateforme commune des pays de la région pour lutter contre le terrorisme. Il y a aussi d'autres groupes qui sont des sources de violence dans la région. Donc il faut une analyse globale de la région sur les phénomènes de violence dans la région et du trafic aussi, le trafic des armes, le trafic des drogues, et le trafic d'êtres humains aussi. Donc il y a pas mal de préoccupations dans la région qu'il faut travailler ensemble pour aider à surmonter ça. Grave conséquence de cette insécurité en augmentation, selon un dernier rapport du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, ce sont 6,3 millions de personnes déplacées qui ont fui leur village ou leur zone d'habitation en raison des attaques terroristes dans le Sahel et les pays côtiers. Un reportage de Viviane Aïma. Madame, Monsieur, les preuves sont claires. Investissons dans la prévention en disant non à la culture du cannabis pour sauver des vies. Ces mots qui sonnent comme une interpellation à une prise de décision imminente traduisent en réalité le thème retenu dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de la drogue. Une journée internationale célébrée ce 26 juin qui appelle de tous ses voeux l'intensification de la lutte contre la drogue pour freiner le fléau. La Côte d'Ivoire mise également sur la prévention et la réinsertion de la jeunesse. L'implication de tous est nécessaire et pour y arriver, c'est ce qui ressort du message délivré par le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Reportage, Khalil Diomandé. Une société sans drogue, un idéal que chérit la communauté internationale depuis 1987, d'où la consécration du 26 juin comme journée de lutte contre l'abus et le trafic illicite des stupéfiants. Cette célébration
est le lieu de faire le bilan de la consommation de la drogue en Afrique ces dernières années. Selon l'Office des Nations Unies pour la drogue et le crime, plus de 296 millions de personnes ont consommé de la drogue en 2021, soit une hausse de 23% en une décennie. Le nombre de personnes souffrant de troubles liés à la consommation de drogue atteint 39,5 millions, soit une augmentation de 45% en 10 ans. L'impact de la production et de la culture illicite des drogues sur les États, les économies et la sécurité n'est plus à démontrer. Ne pas déroger à cette célébration traduit la prise de conscience et l'engagement du gouvernement ivoirien à intensifier les efforts pour freiner la propagation de la drogue sous toutes ses formes. La révision du cadre stratégique à travers l'élaboration d'un plan national intégré de lutte contre la drogue et d'une stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée. De 2019 à 2023, de nombreuses réformes ont été entreprises par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre la drogue. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, appelle à l'implication de toute la communauté pour la prévention et la réinsertion des jeunes exposés à ce fléau. Pour l'édition 2024 de la célébration, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime exhorte les États, le secteur privé et la société civile à mener la lutte dans la synergie autour du thème « Les preuves sont claires, investissons dans la prévention en disant non à la culture du cannabis pour sauver des vies ». Reportage de Frédéric Oulaï, commenté pour vous par Khalil Diomandé. Même engagement exprimé cette fois par la Cour de cassation dans le cadre de la lutte contre le sida. Le président de l'institution lui a confié par l'achat de timbres de solidarité apporte son appui à la cause. Les fonds dégagés permettront de renforcer les ressources financières destinées à la prise en charge des patients du sida. La remise de chèques s'est tenue dans les locaux de la Cour de cassation dans la commune de Cocody. Khalil Diomandé. 1 million de francs CFA d'achat de timbres de solidarité pour la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. C'est la contribution du président de la Cour de cassation, Loua Kofi, suite à l'appel du Fonds national de lutte contre le sida. La voix du donateur est portée par le secrétaire général de la Cour de cassation. Nous nous associons entièrement au Fonds national de lutte contre le sida pour la mobilisation de ressources dans le but de réduire les infections et les décès, voire les faire disparaître d'ici 2030. Votre engagement est un exemple pour l'ensemble des citoyens qui, nous l'espérons, vous emboîteront le pas pour rendre effective la dynamique collective promue par le Fonds national de lutte contre le sida à travers le placement des thèmes de solidarité contre le sida. Le Fonds national, par ma voix, saura combler vos attentes et faisant le meilleur usage de votre effort d'aide, de votre sacrifice. Les timbres de solidarité sont disponibles dans les services publics et au siège du Fonds national de lutte contre le sida. Les prix vont de 100 francs à 10 000 francs CFA. Les fonds émanant de la vente de ces timbres serviront à la prise en charge des personnes touchées par le sida. Sur un autre champ de lutte, celui agricole, en opposition aux pesticides chimiques utilisés dans la lutte contre les menaces potentielles de plants et de matières végétales agricoles, les chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan proposent des biopesticides qui étaient d'ailleurs à l'honneur en France lors de la semaine africaine de l'UNESCO. Ces solutions naturelles semblent faire leur preuve dans une plantation ici en Côte d'Ivoire, précisément à Azaguié. Serait-elle une panacée pour le monde paysan? Sujet à suivre dans le dossier Ecoplus signé Marie-Laure Ngourand. Le thème de la semaine africaine, c'est l'éducation au service de la culture, de l'innovation et du développement en Afrique. Et à partir de ça, tous les pays africains vont montrer leur savoir-faire au niveau des innovations agricoles, des innovations scientifiques, technologiques. Après les exposés à la semaine africaine de l'UNESCO en France, place au cas pratique en Côte d'Ivoire. Du laboratoire au champ, les chercheurs ivoiriens à la pointe de l'innovation ont élaboré une solution pour les agriculteurs. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody met à la disposition des producteurs des biopesticides pour améliorer leur récolte. Ces produits dérivés de plantes combattent les nuisibles agricoles
et les maladies des plantes de manière plus écologique que les pesticides chimiques traditionnels. Le projet a le vent en poupe à Azaguié. Dans la pharmacopée ivoirienne, on a des plantes qui contiennent certaines molécules qui ont des activités contre les agents pathogènes qui causent ces maladies-là, telles que, vous voyez cette cabosse comme ça, elle est attaquée par ce qu'on appelle le phytophthora. Et quand c'est comme ça, le paysan perd toute cette production-là. On va constater qu'il a des pertes qui peuvent aller jusqu'à 80% de la production. Le produit, quand vous l'appliquez, voici comment vos cabosses-là seront. Elles seront indemnes de maladies. Et donc la qualité des fèves que vous allez trouver sera de meilleure qualité. Les biopesticides sont-ils une panacée pour les agriculteurs? Leur utilisation dans les plantations représente une alternative prometteuse aux pesticides chimiques. Avant l'utilisation des biopesticides, on était en 250 et 300 kilos de cacao pour tout le travail et tout l'effort qu'on fournissait, en plus des frais médicaux, parce que j'avais toujours des problèmes respiratoires, des problèmes cutanés, des problèmes oculaires et autres. Et depuis que j'ai rencontré le professeur Koné, qui m'a orienté vers l'agriculture biologique, et qu'ils ont mis à ma disposition l'Astoun et le Bounei, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je produis entre 1 tonne et 1,5 tonne. Moins nocifs pour la santé humaine et animale, les biopesticides en Côte d'Ivoire encouragent une agriculture durable, particulièrement pour les cultures de rente comme le cacao, le café et les cultures vivrières. Les chercheurs de l'Université Félix Houphouët-Boigny misent sur la qualité dans la fabrication de ces produits. Les bienfaits des biopesticides sont évidents, mais leur utilisation à grande échelle reste timide. Nous sommes confrontés à un souci, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas de commande formelle. Raison pour laquelle nous lançons un appel au ministère de l'Agriculture pour un premier temps essayer d'accompagner ces produits-là auprès des producteurs, de telle sorte qu'ils s'accoutument à son utilisation, parce que le bénéfice, il est réel pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous allons protéger l'environnement, mais aussi nous allons protéger nos populations de certaines maladies cancérigènes qui sont développées par l'utilisation des pesticides de synthèse. Ces produits ont été présentés aux différentes organisations paysannes qui trouvent effectivement que ces produits sont bons, mais ces populations souhaiteraient être subventionnées afin de pouvoir utiliser à large échelle ces produits. On a 7 brevets au niveau des biopesticides, dont 5 produits ont été homologués par le ministère en charge de l'Agriculture. Et parmi ces 5 produits-là, 4 peuvent permettre de lutter contre les maladies des manguiers, les maladies des bananiers, 2 peuvent permettre de lutter contre les maladies du cacaoyer et 2 permettent de lutter aussi contre les pertes post-récolte. Des initiatives gouvernementales et des projets sont en cours pour soutenir les agriculteurs. Toutes ces expérimentations sont suivies vraiment avec intérêt par le ministère en charge de l'Agriculture. Le problème des biopesticides pour le moment, c'est la disponibilité de la matière première qui va servir. Il faut qu'on arrive à produire, même si le Nîmes, ça existe naturellement, mais ce n'est pas ce que nous allons prendre dans les plantations ou bien dans les champs, dans la brousse. Ce n'est pas ça seulement qui va permettre vraiment de développer ces choses à grande échelle. C'est un appel que je lance en même temps, voilà, pour dire que même nous, ministère de l'Agriculture, nous sommes conscients qu'il faut la disponibilité de la matière première. Les biopesticides, bien qu'ils ne soient pas une solution miracle, leur disponibilité et leur utilisation croissante, soutenue par des politiques adéquates et une formation des agriculteurs, pourraient favoriser la durabilité de notre agriculture. La question demeure, comment surmonter les défis pour que les biopesticides deviennent la norme dans le monde paysan plutôt que l'exception? La santé des populations en dépend.
Un sujet signé Marie-Laure Ngouran. Loin des champs de cacaoyers, cette ambiance joyeuse qui a prévalu hier mardi ici dans les locaux de la RTI Cisa Cocody. Eh bien, le trophée de la Cannes 2023 était dans les murs de la Maison Bleue. Les agents de la Maison Bleue ont pu voir de près le trophée remporté par les éléphants de Côte d'Ivoire. Le média, rappelons-le, était au cœur de l'événement sportif continental avec la production du signal, mais aussi en qualité de diffuseur. Le président de la FIFA, à la tête d'une forte délégation, a été reçu par la direction générale du groupe RTI. Afoseni Dembélé, le directeur général de la RTI, a remercié l'ensemble du personnel pour le travail abattu. Des médailles ont été décernées à l'ensemble des directions. Didier Nguessan. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Cannes 2023, dans les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, remet la coupe à Afoseni Dembélé, le directeur général de la RTI. Le trophée est ensuite présenté à l'ensemble du personnel pendant l'émission de la mi-journée, c'est midi, spécialement dédiée au sacre des éléphants. Un mois de compétition, des centaines d'heures de diffusion de matchs et d'émissions sur tous les canaux télé, radio et Internet rendus possibles grâce au dévouement du personnel. Un mérite reconnu et récompensé par Afoseni Dembélé qui a remis des médailles à toutes les directions. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique sait qu'il y a une chaîne de sport dans notre pays. C'est bien sûr la 3. On a eu une très belle occasion. Ça a été une très belle rampe de lancement pour notre chaîne. On a eu un personnel dévoué, passionné. Quand vous avez un monsieur comme Roger Mila, quand vous avez Gernot Aurore, quand vous avez Bobo Sylvain, sans oublier nos consultants maison, voilà. Ça a été des moments féeriques. Plusieurs institutions ont reçu cette coupe-là, mais nous sommes une télévision, donc il fallait qu'on crée le spectacle autour. Et là, aujourd'hui, je pense que nous sommes très heureux. La coupe est à la RTI. Le slogan « La Cannes, c'est chez nous », il vient bien sûr de la RTI. C'est d'ici que c'est parti et ça a pris tout le monde entier. Donc nous sommes vraiment très fiers. Nous avons mis un dispositif impressionnant. Tous les agents étaient mobilisés sur la Cannes. 100% des journaux sur des sujets Cannes. Les fan zones, les résumés des matchs, des consultants qu'on invitait sur nos plateaux. Tout est bien qui finit bien. On a remporté la Cannes, nos 3 étoiles. Merci à toute la RTI. Merci au DG pour l'accompagnement. Le groupe RTI et la FIFA sont des partenaires de longue date et la fédération, par la présentation du trophée, consolide ce lien. La RTI a toujours été un partenaire historique de la fédération et donc un partenaire stratégique. Donc il était normal, en plus que nous avons un contrat de partenariat qui nous lie. Ils sont sponsors des compétitions de Ligue 1, de Ligue 2. Donc en fait, c'était normal qu'une fois qu'on a pu acquérir ce trophée, qu'on vienne présenter à la RTI qui a participé de façon effective à la conquête du trophée. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis toujours dans cette maison. Formation du personnel, acquisition de matériel de pointe, le média de service public a produit le signal de la Cannes en qualité de télédiffuseur hôte, contribuant ainsi à la réussite de l'événement sportif. De quoi rendre fier son premier responsable. Nous sommes très heureux de la confiance que nous a faite la CAF et la FIFA pour la production du signal international. Et également aussi avec la FIFA et le COCAN, la RTI a été diffuseur des 52 rencontres sur ces 2 chaînes de télévision, ces 2 chaînes de radio, ces plateformes numériques. Et je crois qu'avec tous les retours qu'on a eus, ça a été quelque chose de très apprécié par la population ivoirienne. Durant la Cannes 2023, le groupe RTI a accumulé au quotidien un public de plus de 8 millions de personnes. Voilà, bravo à tous les agents de la RTI pour leur engagement particulier au succès de cette compétition. On change de registre à présent pour parler cette fois de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance qui annonce le lancement d'une campagne de sensibilisation qui consistera à informer les populations sur les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire afin d'assurer la protection des lanceurs d'alerte. Les détails de cette annonce avec Juliette Boya. Nous pouvons dénoncer de bonne foi sans crainte. Par ces mots, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, HABG, rassure et incite les lanceurs d'alerte à dénoncer les faits de corruption, blanchiment de capitaux et autres enrichissements illicites. La HABG et ses partenaires ont en effet mis en place des mesures pour mieux protéger les personnes signalant des actes répréhensibles. S'assurer que le traitement des données à caractère personnel, notamment des données à caractère personnel relatives
aux lanceurs d'alerte et aux dénonciateurs sont en fait traités de façon rigoureuse. Au niveau des poursuites, le procureur de la République dispose de plusieurs moyens. Il peut simplement judiciariser les informations qui sont reçues, de sorte que le lanceur d'alerte n'est pas impliqué dans la procédure. Pour protéger les lanceurs d'alerte, la haute autorité a mis en œuvre une plateforme multicanale sécurisée qui permet aux lanceurs d'alerte de requérir l'anonymat. Ces données sont confidentielles et son anonymat est aussi garanti. Selon la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les chiffres de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées sont satisfaisants. Depuis mai 2023, nous totalisons à ce jour environ 660 plaintes et dénonciations qui ont été déposées sur notre plateforme, dont 438 en 2023 et à peu près 200 en 2024. Prochaine étape pour la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, une campagne de sensibilisation pour expliquer aux populations les textes et dispositifs visant à garantir une meilleure protection des dénonciateurs et lanceurs d'alerte. Et on continue de parler de sécurité dans ce journal. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères de petit calibre, Comnat ALPC en abrégé, a organisé à Bouaké un atelier de formation en faveur des organisations de la société civile sur la prolifération et la circulation illicite des armes légères de petit calibre, le terrorisme et l'extrémisme violent. Lors de ce renforcement des capacités, les experts du Comnat ALPC ont abordé des thématiques spécifiques suivies d'échanges en vue de permettre aux participants de disposer d'outils actualisés et de capacités nécessaires à l'optimisation de leurs actions. Reportage. Renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le terrorisme, l'extrémisme violent et les engins explosifs improvisés EEI. Un atelier à l'initiative de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, Comnat ALPC. Sur 2 jours, les experts de cette structure ont abordé des thématiques sur le terrorisme, la violence armée ainsi que la problématique des armes légères et de petit calibre. Objectif, sensibiliser les participants afin de mieux les impliquer dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des ALPC. Pour nous, il est important donc de nous appuyer sur toutes les structures sociales, sur toutes les communautés qui peuvent nous permettre de diffuser au maximum et au plus loin nos messages de sensibilisation pour que la lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères de petit calibre soit une réalité et soit un succès. En présence du secrétaire général de préfecture représentant le préfet de la région de Béké, les participants s'engagent à être des relais auprès des populations. Chaque année, ils organisent des ateliers de renforcement des capacités des acteurs de la société civile pour pouvoir nous aider à avoir des outils pour booster notre action de sensibilisation au sein de la communauté. Les différentes communications nous ont vraiment édifiés. On promet d'aller relayer tout ce qu'on a appris. Créée par décret en 2009, la Comnat ALPC est l'établissement public national chargé d'accompagner le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre de sa politique nationale de lutte contre la prolifération, la circulation illicite et l'usage abusif des armes légères et de petit calibre. Un reportage de Boubacar Silla commenté pour vous par Kader Sogodogo. Dans le cadre de la célébration de son cinquantenaire, le GSPM, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, a fait acte de solidarité en offrant des vivres et non-vivres à la pouponnière Marie-Thérèse Fouette-Boigny d'Adjamé. Le GSPM a également organisé une opération de collecte de sang, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, toujours fidèle à son engagement de sauver des vies et de contribuer à veiller à la protection des populations. Sarah Tchéméné, Tanguy Tanguy. Plus de 300 pompiers se sont réunis au sein du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM à l'occasion de leur 50e anniversaire pour participer à une action citoyenne, le don de sang. Une action dont le colonel Amaury Sani Maxime, chef de corps du GSPM, a pris part. Nous sommes des secouristes. Il faut savoir que notre mission, c'est d'assurer la protection des personnes et des biens. Nous sommes engagés lors des accidents et nous voyons comment les victimes sont. Souvent, elles partent à l'hôpital et elles ont des problèmes de sang. C'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de faire ce don de sang. Cette avant-dernière journée a été également marquée par des dons en vivres et en non-vivres
à la pouponnière Marie-Thérèse d'Adjamé. La pouponnière d'Adjamé est la structure sociale qui est tout juste proche de la caserne des sapeurs-pompiers. Nous avons aussi une pensée pour nos frères et pour nos enfants. Depuis plus de 50 ans, le GSPM s'est engagé à protéger les personnes et les biens lors d'événements nécessitant une intervention immédiate. Et dans le fil de l'actualité nationale, il y a cette nouvelle qui devrait réjouir le cœur des populations de l'Agnébi-Tiassa. Un pôle commercial sera bientôt réalisé dans l'Agnébi-Tiassa au PK 108. L'initiative est portée par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et CAF Trade, un consortium chinois de 6 entreprises. Les deux parties ont signé à Abidjan un mémorandum pour faciliter la mise en œuvre du projet d'aménagement qui devrait générer 2000 emplois directs. Lanciné Bakayoko. Selon le mémorandum, ce projet de pôle industriel et commercial vise la création d'unités de production et de commercialisation dans les zones industrielles allant de PK 103 à PK 120, incluant l'exploitation des terres des 6 villages dans la zone. Cette zone va comprendre 2 zones industrielles. Une zone industrielle classique multisectorielle, une zone industrielle verte, donc qui va avoir que des activités non polluantes. Et vous avez aussi donc des zones de commerce et des zones de logistique. Il y a une zone de groupage qui est prévue, c'est un projet PPP qui est inscrit au PPP avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et vous avez aussi des zones d'habitat. Le consortium, composé de 6 entreprises chinoises, envisage d'investir près de 1800 milliards de francs CFA sur une période de 20 ans. Ce projet, qui s'appuie également sur le e-commerce, promet de connecter la Côte d'Ivoire au reste du monde et de faire du pays un hub commercial, logistique et industriel de l'Afrique de l'Ouest, notamment dans le secteur de l'électroménager, de l'électronique et des appareils technologiques. Les commerçants n'auront plus besoin de partir en Chine. Tous ces produits seront disponibles sur la plateforme que vous allez créer de zone franche sous douane et qui va comporter des hangars, des entrepôts, qui vont comporter des plateformes logistiques, des camions, qui vont comporter aussi des espaces de distribution. Ce type de projet marque la volonté des autorités ivoiriennes de promouvoir le développement équilibré des régions. Le pôle commercial et industriel de l'Agnébi-Tiassa va générer 2000 emplois directs et 400 emplois indirects. La région de Lifou veut donner une nouvelle dynamique à son développement à travers l'union de ses filles et de ses fils. La cérémonie d'intronisation du nouveau chef du village a eu lieu. Abou Kamagaté, 10e chef du village, a reçu son arrêté de nomination de la main du préfet de Pricot, qui a d'ailleurs exhorté la population à l'union pour un développement harmonieux du village. Soro Corona. Grand rassemblement à Groumania, village de la sous-préfecture de Famille-Kro, région de Lifou. La raison, ce village situé au carrefour des régions du Hambol, de Lifou et du Gontougo intronise son 10e chef. Un choix de la famille soutenu par les grandes familles, à savoir Ouattara, Bamba, Sanogo et Kamagaté, et entériné par la consultation populaire, volet administratif de désignation d'un chef de village. Installé dans la pure tradition malinké, Abou Kamagaté reçoit son arrêté de nomination des mains du préfet de Pricot. Le nouveau chef place son règne sous le sceau de la cohésion des filles et fils pour le sort de Groumania. Pas de Groumania, pas hier, j'ai fait la réunion avec, ils n'ont qu'à être comme ça, à Abidjan. Ils n'ont fait la force. Si on fait comme ça, tout le monde va sortir du héros. Les cadres s'engagent aussi dans cette dynamique d'union et de développement. On veut que le chef de village soit neutre par rapport à la politique et que le chef de village écoute ses administrés, qu'il consulte beaucoup les notables avant de prendre des décisions. Le préfet invite les cadres et le nouveau chef à prôner le vivre ensemble. Il faudrait qu'il soit rassembleur, qu'il s'entoure de sa notabilité et en harmonie avec les cadres qui puissent sortir Groumania de sa léthargie. Groumania est un carrefour et Groumania a besoin véritablement de se hisser comme une grande ville. Groumania est fondée en 1815 par des marabouts venus de Congo. Le 10e chef est commerçant âgé de 94 ans, père de 26 enfants et grand-père de 108 petits-enfants. Et de la région de Lifou, on se rend dans la région des Grands Ponts, où les populations de cette région se forment pour une meilleure gestion des conflits communautaires. J'étais en atelier à Dabou. Les travaux ont porté sur la prévention, le règlement des conflits. Au terme de cet atelier, elle était mise en mission par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Malika Koulibaly.
Représentants de la société civile, autorités locales, leaders religieux, les acteurs sociaux de la région des Grands Ponts en formation sur la prévention et les règlements des conflits communautaires. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation. Cet espace de dialogue nous permettra de concevoir le guide de prévention des conflits dans la région des Grands Ponts. Sans la paix, nous ne pouvons pas évacuer à nos occupations. Que tout le monde s'implique dans la recherche de la paix parce que c'est important. Nous voulons une Côte d'Ivoire meilleure. Nous voulons notre ville de Dabou. Nous ne voulons plus revivre ce que nous avons vécu dans les années passées. 2025, les échéances électorales avancent à grands pas. Mieux outillés, les acteurs sociaux entendent renforcer les campagnes et autres actions de sensibilisation. La jeunesse au nombre des cibles premières. Ils se sont tous engagés, autant qu'ils étaient chefs de village, chefs de communauté, chefs de quartier, associations de jeunes, associations de femmes, à être des relais du gouvernement en matière de cohésion sociale, en matière de gestion des conflits, en matière de prévention des conflits, en matière de droits humains. Nous partons satisfaits, optimistes pour le travail qui sera fait après nous. À l'initiative du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, ce programme s'étend sur le long du mois de juin dans les régions du Gor, du Kavali, d'Egbeke et du Bunkani. Les acteurs sociaux de la région des Grands Ponts donc formés pour une meilleure gestion des conflits communautaires, un sujet traité par Malika Koulibaly, un atelier de partage et d'appropriation d'un modèle de simulation de l'extension de l'enseignement dans les langues locales mobilise la présence de plus d'une dizaine de pays ici en Côte d'Ivoire. En toile de fond, des réflexions sur le modèle d'extension de l'enseignement des langues nationales dans le système éducatif à côté du français qui existe déjà. Atelier organisé par l'Institut de francophonie pour l'éducation et la formation. Malika Koulibaly. Favoriser l'acquisition des compétences des élèves du primaire et améliorer la performance scolaire. C'est l'objectif visé par le programme Élan en phase d'expérimentation et qui entend introduire les langues nationales aux côtés du français dans le système éducatif national. Nous sommes aujourd'hui à Abidjan pour réunir l'ensemble des pays qui sont partenaires de ce programme dans le but de présenter un outil qui va servir à la planification de cette mise à l'échelle. Donc c'est un outil qu'on a co-construit avec l'IIPE UNESCO Dakar et également le Burkina Faso qui a été un des projets pilotes. Et on a grand espoir qu'on puisse justement implémenter ce même outil en Côte d'Ivoire notamment. Le président de la Commission des affaires sociales et culturelles à l'Assemblée nationale adhère à l'idée. L'introduction de la langue maternelle dans le système éducatif sera d'un apport positif parce que on commence par apprendre sa langue maternelle avant d'apprendre d'autres langues. Pour beaucoup de nos enfants dans nos régions, ce sera plus facile pour eux ensuite d'apprendre le français et l'ensemble des matières que l'école fournit. Donc c'est un projet que nous suivons de très près au niveau de l'Assemblée nationale. Avant de déclarer ouverts les travaux de l'atelier, la représentante de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation précise l'effectivité de l'enseignement bilingue en phase pilote. Actuellement, en Côte d'Ivoire, 37 écoles réparties dans 11 régions bénéficient de la phase pilote de l'enseignement bilingue. Tirant les leçons des résultats de cette phase pilote, notre pays se prépare au déploiement de la phase 3 de Élan qui procédera à l'extension à la fois géographique et linguistique du programme et couvrira 380 écoles primaires pour 19 régions. Selon l'UNESCO, 4 enfants sur 10 dans le monde et 8 enfants sur 10 en Afrique reçoivent un enseignement dans une langue qu'ils ne comprennent pas, ce qui requiert une amélioration du système d'enseignement. L'atelier de partage et d'appropriation du modèle de simulation de l'extension-généralisation de l'enseignement bilingue durera 4 jours. Troisième et dernier titre de ce journal. Dans l'actualité internationale, au Kenya, la répression à Nairobi des manifestations contre la loi de finances a fait au moins 13 morts selon la principale association professionnelle de médecins du pays. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dire non aux nouvelles taxes proposées par le gouvernement. Certains d'entre eux ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du Parlement, ce qui a provoqué une violente répression des forces de l'ordre. Notons que hier, le président kenyan William Ruto
a également assuré mettre en place très vite un cadre pour des discussions avec la jeunesse. Sur les réseaux sociaux, les appels à la manifestation se poursuivent. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.